La joie, le respect et l'accueil, trois mots qui meubleront bien sûr cette émission. Et sans oublier que vous serez en compagnie de nos tout-petits. Bienvenue dans Matin Bonheur. On est très heureux de vous retrouver. Rapidement, on part avec la couleur de ce temps qui a changé ce matin. Et ensuite, vous aurez le premier point de l'actualité avec Régis Kofi qui est dans ce studio avec un magnifique gilet. Allez, à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, des passages nuageux favoriseront localement de faibles pluies sur les régions du littoral et de l'ouest. Et des nuages en dissipation sur la partie nord pourraient laisser de faibles pluies sur le nord-est et le nord-ouest. Et le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on notera 23 degrés à Abengourou, 24 degrés à Abidjan, Adjaké, Bondoukou et Boaké, 23 degrés à Bouna et Boundiali, 24 degrés à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, Guiglo et Korogo, 22 degrés à Mans, Odiéné 24 degrés, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 25 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et Yamsoukro. Cet après-midi, les régions du nord et de la bande centrale seront plus instables et cette instabilité entraînera la formation de cellules orageuses suivies d'averses de pluie, notamment dans le nord-est et à l'est du pays. Ces orages avec pluie pourraient affecter le centre en fin de période. Un temps nuageux à couvert sera observé sur le sud forestier et le littoral avec par moments des pluies faibles ou modérées mêlées à des orages. Cet après-midi, le mercure affichera 33 degrés à Abengourou, 31 degrés à Abidjan et Adjaké, 34 degrés à Bondoukou et Boaké, 32 degrés à Bouna, 35 degrés à Bondiali, 34 degrés à Daloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Guiglo, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 33 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 33 degrés à Touba et enfin 34 degrés à Yamsoukro. Merci d'avoir suivi ces prévisions météorologiques. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité, à commencer par ce mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en France. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé à cette rencontre initiée en vue d'harmoniser les positions des pays de la zone UEMOA en prélude au sommet sur le financement des économies africaines. Parlant justement de ce sommet, il a effectivement eu lieu hier des dirigeants africains autour du président français. Objectif, aider les pays d'Afrique à s'extraire du piège de la dette et financer leur développement futur. Awa Touré. Mobilisation de la communauté internationale pour affronter les conséquences de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara et des dirigeants des organisations internationales réunis autour du président français Emmanuel Macron en vue de définir une stratégie économique visant à apporter un soutien financier massif aux économies africaines durement éprouvées par la Covid-19 et poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui
risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure tenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20, et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne, dans ce partenariat constant avec nos frères africains. Le sommet sur le financement des économies africaines fait suite à la diffusion d'une tribune de 18 dirigeants africains et européens publiée le 15 avril 2020 en faveur d'une mobilisation internationale pour atténuer l'impact de la crise économique et sanitaire liée à la pandémie à coronavirus en Afrique. En prélude au 27e congrès postal universel du 9 au 27 août prochain à Abidjan, une délégation de l'Union postale universelle UPU, conduite par son vice-président, son vice-directeur général, séjourne dans la capitale ivoirienne. Au cours d'une rencontre hier avec le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom, la délégation a justifié sa présence en terre ivoirienne. Il s'agit de faire les derniers réglages avant la tenue, bien sûr, du congrès. Fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h. Et ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci à Régis. Kofi, voilà, il a dit pour le premier point de l'actualité dans Matin Bonheur sur RTI 1. Dans cette émission aussi du sport. Nous sommes mercredi donc, on s'intéresse aux tout petits. Et aujourd'hui, vous aurez le combat de coq avec coach Diabaté. Bonjour, bonjour, je vois la maison Coach Diabaté pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi, parle de fitness, hein? Combat de coq. Nous avons deux équipes. Les oranges, lève la main, les oranges et les verts. Nous allons assister à un duel de titans, un duel de feu, un duel de grands. Ça peut aller. Celui qui fait tomber son ami marque un point. Ça peut aller, quand tu sors du cercle, ton adversaire marque un point. On a 15 secondes. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. On combat. Combat de quoi? 15 secondes, allez, hein. C'est rapide. Hein. On pousse fort. Allez, on se lève pas, hein. On reste assis, on pousse. On se lève pas, on reste assis. On reste assis, 7 secondes. Descends, David. On se pousse. Encore, pousse. 3 secondes. Pousse. Encore, pause. David, on ne se lève pas, on reste fléchi. OK? Vous n'encouragez pas. Hein? Vous n'encouragez pas. On reprend. Allez. 2 combats. Allez, top, c'est parti. David, descend encore. Descend. Ça ira bien. Descend. Pousse. On ne pousse. On ne se lève pas. Descend encore. Descend, David. Descend. 1 point pour les verts. Billet et Crissot. Voilà. Vous avez compris ce que j'ai dit? On ne sort pas du cercle pour éviter son adversaire. Ça peut aller. Allez. 15 secondes, top, c'est parti. Allons. Combat, on ne se lève pas. Ça va bien. Dis, Billy, assieds-toi. Poussez, tout doucement. Encore. Billy, on s'assoit. Pause. Hey, on reprend. On ne se lève pas. Hein? On ne se lève pas. Ça peut aller?
Hein? On ne se lève pas. On reste là, assis toujours, accroupi. Hein? Et on pousse. Allez, on reprend. Allez, top, c'est parti, Bilé. Et Souley. Oh. Oh, stop. 1 point pour Souley. Bilé, 0. 2 points pour les verts. Ça s'applaudit. Vous avez 15 secondes. Top, c'est parti. Doucement, on ne se lève pas, Bilé, on ne se lève pas. Allez, on se pousse dans les paumes, dans les paumes. Stop. Stop. Ce n'est pas lutte africaine. Les paumes, là. Hein? On va doucement. Allez, top, c'est parti. Continue. Pause. 15 secondes. 0 partout. Ils ont marqué 3 points. Hein. Allez, les oranges, top, c'est parti. Allez. On supporte les oranges, on supporte. On supporte, on pousse. 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 Dans la paume, dans la paume. Dans la paume. Dans la paume. Dans la paume. Stop. 1 point partout. Le dernier combat. De coq. On ne se lève pas. On emboîte les paumes, on se rapproche. Rapprochez-vous. Ce sont les paumes. Allez, top, c'est parti. Go. 1, 2 pour les verts. Non, laisse-le se lever d'abord. Laisse-le se lever d'abord. Allez, top, c'est parti. On continue, pousse. Très bien. 3, 1 pour les oranges. On pousse, on se laisse, on pose, pause. On ne pose pas les genoux au sol pour retenir. Non. On reste toujours sur la pointe des pieds là. OK? Orange, 1. Vert, 2. Le jeu avait pour but juste de travailler un peu le cardio et le déplacement des enfants accroupis. OK? Ce jeu aussi renforce aussi au niveau des cuisses. Ça peut aller et c'est un exercice aussi de cardio. Merci à coach Diabaté. Voilà, avec nos tout petits, il permet comme ça de faire un peu de sport avec nos enfants, voilà, nos petits frères aussi. Aujourd'hui, c'était assez particulier. Vous avez eu tout simplement le combat de coq, voilà, avec nos tout petits. Merci à coach Diabaté que nous allons retrouver mercredi prochain. Quelques informations avant de poursuivre, sinon on pourra vous dire tout simplement que nous avons déjà nos invités dans ce studio et vous aurez à parler de l'art de l'accueil dans quelques instants. Ensuite, après 7 heures, il y aura bien sûr du coaching et nous allons terminer avec la thématique famille. Pour l'instant, nous vous rappelons que nous sommes le 19 mai. Aujourd'hui, eh bien, le 19 mai, nous célébrons tous les Célestins. On en profite pour faire un coucou à M. Célestin Koala. Il est directeur du logement. Et pour les prénoms qui nous amènent dans les différents pays, nous allons aujourd'hui en Arabie Saoudite. Alors, si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler Adnan, qui veut dire aïeul du prophète. Sinon, le garçon, voilà, Alia, qui veut dire noble. Merci à la réalisation qui nous permet de découvrir là sur cette belle carte l'Arabie Saoudite, avec Riyad, la Médine, enfin. Allez, pour le proverbe d'aujourd'hui, l'esprit est la force, la vie qui se trouve en toutes choses. Je reprends, l'esprit est la force, la vie qui se trouve en toutes choses, pour bien sûr vous permettre de méditer là-dessus tout au long de cette journée. Et il faudrait vous dire aussi qu'à la fin de chaque journée, à la fin de chaque méditation, il faudrait ressortir comme ça des leçons, des conseils et savoir comment marcher. Pour bien sûr aussi dans cette émission, on va vous permettre bien sûr d'aller découvrir la lutte contre le travail des enfants dans ce reportage. Et nous revenons dans quelques instants avec l'actualité en compagnie de Renaud Kobia et ensuite on parlera de l'art de l'accueil. Commissariat de police de Soubré, une centaine d'hommes rassemblés sous le drapeau. Ces éléments, issus de la police nationale, d'Interpol, des eaux et forêts et de la gendarmerie nationale, attendent les consignes pour une mission spéciale. Travailler avec professionnalisme. C'est-à-dire, nous aurons en face de nous des enfants que nous allons retirer des différentes plantations, des différentes activités. Que cela se fasse avec le plus grand respect. Cette opération s'inscrit dans cette volonté de réduire la lutte contre le travail des enfants, surtout en zone cacaoyère. Top départ de l'opération Nawa 2 menée par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants et la sous-direction de la police nationale,
chargé de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile. Objectif, retirer les enfants victimes de travail dans la cacaoculture et d'autres types de travaux dangereux. Répartis en 3 groupes, les équipages vont investir les contrées des localités de Yabayo, Upoyo et Meagui. Nous sommes jeudi, c'est jour de classe, mais la patrouille s'aperçoit que certains enfants reviennent plutôt des champs, suffisant comme motif pour les intercepter, malgré les explications fournies par leurs parents. La traque se poursuit, les forces de sécurité parcourent, bas-fonds rizicoles et champs de cacao. À chaque prise effectuée, un message de sensibilisation est lancé à l'endroit des parents. Vous savez qu'un enfant doit aller à l'école forcée, non? L'école, c'est obligatoire pour les enfants. De 0 à 16 ans, en Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire. C'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a rendu l'école gratuite. Surtout dans les zones rurales ici, l'école est plus que gratuite. Encouragez les enfants à aller à l'école. Le cacao, ça nous fait vivre nous tous, mais les enfants ne doivent pas travailler là-dedans. Vendredi, 2e jour de l'opération Nawa 2. En plus de la cacaoculture, d'autres types de travaux dangereux pour enfants sont dans le viseur. Des enfants sont aperçus dans des rizières, derrière des troupeaux de bœufs et dans des ateliers de mécanique. Au terme de cette randonnée, le bilan de l'opération fait état de 108 enfants victimes sauvés et 24 personnes interpellées. Si nous constatons que ces parents n'ont pas commis d'infraction aux lois qui existent, alors ces parents seront laissés libres. Mais si nous constatons que ces parents ont commis des infractions, même s'il s'agit de leurs propres enfants, ces parents seront sanctionnés, suivant les procédures qui existent. Donc, je voudrais aussi préciser que la chancellerie estime que c'est la tolérance zéro. Le temps des enquêtes, les victimes recueillies sont prises en charge ici, au centre d'accueil pour enfants en détresse de Soubré. Une réalisation de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, dont la vocation est d'assurer une réinsertion sociale aux enfants victimes d'exploitation et de trafic. Le parent qui peut prouver que c'est son enfant biologique, cet enfant-là, ce parent, on lui remet son enfant. L'enfant dont la vulnérabilité est avérée reste au centre pour une prise en charge durable. La présence d'un enfant peut aller jusqu'à 9 mois, le temps de cerner tous les contours de la chose, le temps que l'enfant commence un bon apprentissage des métiers et en le réinsérant, nous le suivons sur 3 ans. Vous voyez. Donc s'il passe 9 mois au centre, il passe pendant 3 ans, on le suit, ça fait presque 4 ans, on suit l'enfant forcément, on peut lui offrir des alternatives. Depuis le début de l'année, la section de tribunal de Soubré a connu un seul procès lié au travail des enfants. La procédure s'est soldée par une condamnation à 20 années de prison ferme pour la personne inculpée. Voilà, merci à Mahama Traoré de la rédaction du RTI 1 pour ce reportage lutte contre le travail des enfants. Et sans transition aucune, nous poursuivons cette émission avec notre invité Actu. Eh bien, dans le dictionnaire, l'accueil, c'est recevoir ou bien ou mal une personne ou une chose qui survient et qui se présente à nous. Mais ici, vous aurez une autre approche dans ce que l'on pourrait appeler en pays malinké, bien sûr, le Djatigiya, l'art de l'accueil. En sa compagnie, on en parle avec une experte en la matière, Madame Kankou Samake. Elle est spécialiste de l'accueil. Avec elle, donc, l'art de l'accueil. Bonjour, Kankou. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, avec Kankou, aujourd'hui, on parle de l'art de l'accueil. C'est vrai qu'on a donné plus ou moins une définition dans le dictionnaire. Alors, dans son domaine, comment est-ce qu'elle pourrait définir l'art de l'accueil? C'est quoi l'accueil aujourd'hui? Merci Thierry Angeval. Merci de me recevoir sur ce plateau pour parler de ce que j'aime, que j'affectionne. Oui. Voilà. Disons, l'accueil, comme tu viens de le dire, Thierry Angeval, c'est le Djatigiya en pays Bambara. Bambara, l'accueil, c'est l'art de donner de l'hospitalité à quelqu'un. Voilà. Et l'accueil traduit l'éducation de quelqu'un. Voilà. Bien sûr. Parce que, c'est-à-dire, l'art de l'accueil, ça traduit, tu as dit, tu viens de quelle famille? Voilà. Donc, recevoir quelqu'un, c'est tout un processus qui se met en place. D'où tout ce que vous voyez, voilà. On aura parlé un peu de ce processus. Voilà. C'est vrai qu'en matière d'accueil en Côte d'Ivoire, il y a eu de grands noms dans ce domaine, tels que Mme Ajavon, Mme Fatouate. Oui, aujourd'hui, on a une avalanche d'agences d'accueil. Qu'est-ce qui a changé depuis le temps? Il faut dire que moi, j'ai commencé au bas de l'échelle. Hein. Oui. J'ai été
hôtesse, après encadreuse d'hôtesse. Aujourd'hui, j'ai ma propre agence. Oui. Il faut dire avant, l'hôtesse traditionnelle, c'est une personne qui était peut-être forcée à un accueil, soit il y a un événement. Vous êtes posté, vous recevez, vous installez et c'est tout. Voilà. Maintenant, avec l'évolution des choses, nous prenons partie prenante du début jusqu'à la fin d'une manifestation. Okay. C'est-à-dire, depuis la préparation de l'événement, voilà, on nous appelle, on nous associe, nous donnons notre avis sur les tenues, sur les accessoires et comment va se tenir l'événement en tant que tel. Nous prenons partie prenante. Voilà. Bien sûr. Et là, merci à la réalisation qui nous permet d'avoir toutes ces images pour illustrer ce que vous êtes en train de dire. On va rester dans cette partie prenante-là avec vous. Quelles sont les techniques? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on arrive à la RTI, on a une cérémonie. On va rester dans le cadre de tout ce qui est cérémonie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons nos hôtesses. D'accord. Déjà, il faut dire qu'il y a un travail préalable. Oui. Je viens d'abord, la veille de l'événement, j'écoute mes clients. Ils me diront qu'est-ce qu'on pourra mettre en œuvre pour rehausser l'image de l'événement que nous venons couvrir. Oui. Voilà. Et donc, d'abord, ça part de la tenue. Oui. Voilà. Ça part des accessoires. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sortons de l'hôtesse traditionnelle. Lorsque vous voyez une hôtesse, tout doit parler. Le sourire, la tenue, la manière même de se tenir, d'accueillir, tout est de l'art. Les hôtesses 2.0. Voilà. Hein. Voilà. Tout est de l'art, tout est de l'art. Oui. Voilà. C'est pour cela que nous travaillons avec des grands stylistes, avec des accessoiristes pour mettre en valeur le travail de nos artisans. C'est plus l'hôtesse lambda qui est habillée tranquillement, qui sourit, qui dit oui, béni. Ça demande beaucoup d'efforts. Hein, Beaucoup d'efforts. Du recrutement jusqu'à ce que l'hôtesse vienne sur le terrain. Ça demande beaucoup de travail, Angeval. Alors, on va sortir un peu des événements et aller en entreprise. D'accord. Comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on arrive en entreprise? C'est quoi une hôtesse d'entreprise? Oui, une hôtesse en entreprise représente, c'est-à-dire elle est la vitrine de l'entreprise. Oui. Voilà. Lorsque vous arrivez dans un hall, la manière de vous recevoir, c'est l'hôtesse qui représente l'entreprise. Si elle ne sait pas accueillir, il y a un problème. Oui. Voilà. C'est-à-dire un client peut rentrer fâché, c'est à l'hôtesse de trouver les mots, de trouver les faits et gestes pour calmer le client qui est fâché avant de le faire monter voir le directeur ou bien la personne voilà, où elle doit le conduire. Oui. C'est-à-dire l'hôtesse a un rôle très important au sein d'une société. Voilà. Que ce soit dans une société. Voilà, dans une société. Même au fait, l'accueil même commence depuis la maison. Oui. C'est pour cela, à l'entame, j'ai dit, Thierry, que l'accueil, ça reflète une très bonne éducation. Voilà. Parce que, comme on le dit chez nous, moi c'est... Si je veux, c'est lorsque j'ai vu mes parents recevoir à la maison. Parce que chez nous, il y avait toujours des étrangers. Même lorsqu'on servait la nourriture, on mettait un plat à côté parce qu'on disait toujours on ne sait jamais. On peut toujours recevoir quelqu'un. C'est dans ce bain-là que j'ai grandi et que j'ai essayé de professionnaliser et de mettre en exergue, tout simplement. Alors, on va terminer dans pas trop longtemps, voilà, car c'est notre invité Actu. On a envie de vous demander quelques conseils à donner aujourd'hui à toutes les personnes qui nous regardent et surtout à toutes ces jeunes filles hein, qui aiment bien l'accueil. Ouais, il faut déjà aimer la chose. Ah, okay. Voilà, il faut déjà aimer la chose. Il faut être très endurante. Oui. Voilà. Parce qu'on voit que vous êtes debout. Oui, mais bien sûr, très endurante. Parce que, par exemple, pour venir ici, j'ai obligé de me réveiller à 3h30. Oui. Ben, j'ai l'habitude, donc c'était, comme on le dit, comme rien, quoi. Voilà. Donc, déjà 3h30, c'est-à-dire quand vous avez, je prends un exemple tout simple. Oui. Lorsque vous avez un événement à 8h, oui. Voilà, vous savez, les hôtesses n'habitent pas à l'agence. Oui. Elles sont dans différentes zones. Oui. Donc, la veille déjà, elles viennent de rester à l'agence. Okay. Pour une structure professionnelle. Oui. Elles dorment à l'agence. Lorsqu'elles se réveillent, il y a le make-up, il y a la coiffure. Tout ça, c'est-à-dire ça doit tenir dans un laps de temps. Il y a le petit déjeuner aussi? Bien sûr. Parce qu'on en voit qui tombe. Bien sûr, oui. Ah, bien sûr. Oui. Au fait, généralement, celles qui tombent, c'est, comme on le dit, c'est leur premier feu. Voilà. Oui. C'est-à-dire le bon arrivé. Oui. Même si tu manges et tout, mais ça ne manque pas, quoi. Oui. Mais
pour des professionnels, on a toujours des petits sucres, des petits jus. C'est-à-dire, quand tu regardes une hôtesse, elle essaie de tomber, tout de suite, tu sais. Oui. Voilà, donc on essaie de rattraper les choses pour ne pas que ça arrive au fait. Il faut avoir l'art de l'accueil en soi, même elle a dit, cela part aussi de l'éducation. Alors nous sommes en compagnie de Kankou Samake qui est spécialiste de l'accueil. Brièvement, on a essayé aujourd'hui de parler de l'art de l'accueil. Donc, en tout cas, merci pour tous ces conseils. Vous avez entendu rapidement, eh bien, il faut être endurante. Hein, ouais, c'est important. Endurante. Ouais. Il faut être très endurante. Ouais. Et puis, il faut aimer la chose. Il faut aimer la chose. Rapidement, est-ce qu'il y a des garçons hôtesses? Bien sûr, il y a les autres. Ah, il y a des autres. Il y a les autres. Okay. Ah oui. Merci pour le mot, je dormirai moins bête. Ah oui, il y a les autres. Mais tu feras une très bonne note. Ah bon? Parce que voilà, tout y est, la taille, la carrure, tout y est. Merci. Voilà. Le cachet va être aussi à l'image de cette carrure. Merci à Kankou Samake. Merci beaucoup, Antoine. Véritable plaisir. On l'appelle affectueusement dans le milieu, eh bien, la baronne de l'accueil en Côte d'Ivoire, de Korogo à Abidjan. Rien ne se fait sans elle. Merci beaucoup. Merci, Antoine. On passe à l'actualité avec un homme dans ce studio qui pourrait être aussi un hôte. Voilà, pourquoi pas. Renaud, qui nous permettra eh bien d'aller avec la revue de presse. Jingle. Bonjour Renaud. Bonjour Oswald. L'hôte. Merci beaucoup. Alors, Renaud, que nous recevons beaucoup de plaisir. On part avec cette première information pour la revue de presse. Sommet de Paris sur le financement des économies africaines, le continent, il place beaucoup d'espoir. Oui, car les chefs d'État africains espèrent immobiliser une enveloppe de 50 000 milliards de francs CFA afin de financer la lutte contre le coronavirus et relancer leurs économies en mettant un accent particulier sur des secteurs tels que notamment l'éducation, la santé, la sécurité ou encore le développement. Notez que le président Alassane Ouattara a participé à ce sommet qui s'est tenu hier mardi en présence de plusieurs dirigeants du monde entier. Plus de précisions dans le Patriote. Et la nation rend hommage à Laurent Dona Fologo aujourd'hui. Oui, décédé le vendredi 5 février 2021. C'est ce mercredi que la nation va célébrer l'ex-ministre des Sports. La cérémonie d'hommage aura lieu au Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, structure qu'il a dirigée entre 2000 et 2011. Il faut savoir que d'autres hommages lui seront rendus notamment par le PDCI, parti dont il fut le secrétaire général, aussi Fraternité Matin, et par les différents ministères qu'il a dirigé. Et le procès de l'ex-président de l'Assemblée nationale et 19 de ses proches s'ouvre aujourd'hui à Abidjan. Une audience va se tenir aujourd'hui devant le parquet criminel d'Abidjan dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État imputée à Soro Guillaume et 19 de ses proches. L'ex-député de Sinématiali qui est hors du pays sera jugé par contumace, tandis que plusieurs de ses proches qui ont été arrêtés depuis le 23 décembre 2019 seront effectivement présents au tribunal aujourd'hui. Plus de précisions dans l'Inter. Et organisation du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, le gouvernement et ses partisans n'ont pas le même schéma. Oui, c'est ce que révèle le matin. Selon le quotidien, il y aurait des points d'achoppement entre le gouvernement ivoirien et les émissaires de Laurent Gbagbo sur les conditions de son retour en Côte d'Ivoire. En croire le confrère, pendant que ses partisans souhaitent lui réserver un accueil populaire, des restrictions sanitaires liées à la Covid-19 et aussi des raisons de sécurité pourraient compromettre leurs espoirs. Et on va terminer en sport avec la Ligue 1, à lire dans l'Inter de ce jour, un reportage sur les locations de logements en Côte d'Ivoire. Oui, le confrère propose un reportage sur ce sujet et met l'accent sur les abus que certains propriétaires de logements font et pour éclairer la lanterne des populations sur les voies de recours dont elles disposent face à cette situation. Le quotidien qui va au-delà de l'info a ouvert ses colonnes à un expert du secteur de l'immobilier et ce spécialiste révèle dans l'entretien que lui a accordé le confrère ce que prévoit la loi en cas de litige entre un locataire et son bailleur. Il faut dire que ce sujet concerne aussi tout le monde. Oui, franchement, c'est un sujet qui donne la migraine à beaucoup de nos concitoyens. Et tous les domaines aussi d'activité. Merci beaucoup à Renaud. Merci Oswald. Et puis rapidement, on va aller avec l'actualité, avec le flash d'information compagnie de Régis Kofi et ensuite on parlera coaching. Nous sommes de retour pour développer l'actualité internationale. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il se rendrait au Rwanda à la fin du mois de mai et avoir à cœur, avec le président Paul Kagame, d'écrire une nouvelle page de la relation entre la France et le Rwanda.
Conflit israélo-palestinien, Paris veut sortir de l'impasse en coordination avec l'Égypte et la Jordanie. La France a déposé une résolution à l'ONU pour un cessez-le-feu au Proche-Orient. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée dans la soirée du mardi 18 mai. Toujours en lien avec ce conflit, la France demande à Israël de garantir l'accès sans entrave de l'aide à Gaza. Cette annonce du Premier ministre Jean Castex hier devant l'Assemblée nationale après la fermeture d'un point de passage crucial. On l'écoute. Nous appelons tous les acteurs à garantir l'accès rapide et sans entrave de l'aide à Gaza. Un convoi humanitaire a été, vous le savez, autorisé aujourd'hui et ce mouvement doit se poursuivre. Nous demandons également à tous de protéger le personnel humanitaire et médical. Enfin, la sécurité des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt à la libre information et au débat public et leur protection en temps de conflit sont une responsabilité essentielle. Le président américain Joe Biden a annoncé lundi l'envoi d'ici fin juin de 20 millions de doses supplémentaires de vaccins anti-Covid-19 vers des pays tiers. Aujourd'hui, j'annonce que nous allons partager des doses Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson avec le reste du monde, a-t-il déclaré lors d'une allocution depuis la Maison-Blanche. Cette annonce porte à 80 millions le nombre total de doses de vaccins promises par la Maison-Blanche, faisant le point sur la situation aux États-Unis. Le locataire de la Maison-Blanche s'est félicité de la spectaculaire amélioration enregistrée ces dernières semaines. Un tigre qui avait déambulé la semaine dernière dans les rues de Houston, au Texas, terrifiant les habitants, a été retrouvé samedi en bonne santé, a indiqué la police locale. Le tigre de Bengale, baptisé India et âgé de 9 mois, a été récupéré auprès de la femme de son propriétaire, un jeune homme de 26 ans, qui avait été vu l'amenant dans sa voiture. Le félin en liberté doté d'un collier avait été aperçu dimanche dernier errant dans les rues d'un quartier résidentiel de la ville, filmé par certains voisins ébahis de voir un tigre dans leur jardin. Du football, Didier Deschamps a officiellement dévoilé sa liste des 26 ce mardi en vue de l'Euro 2021 et parmi les noms, celui du Madrilène qui avait quitté les Bleus par la petite porte non sans bruit il y a 6 ans. Karim Benzema n'a pas manqué de réagir à la nouvelle sur son compte Twitter ce mardi soir. Tellement fier de ce retour en équipe de France, a-t-il déclaré. Soupçonné d'avoir participé à une tentative de chantage visant son ancien coéquipier chez les Bleus, Mathieu Valbuena, le joueur sera jugé par le tribunal de Versailles du 20 au 22 octobre 2021. Et puis aujourd'hui est un jour de finale. En Italie, la Juventus de Cristiano Ronaldo sera face à l'Atalanta Bergame. Les deux équipes sont en quête de trophées. À suivre donc ce soir la grande finale de la Coupe d'Italie. C'est à partir de 19h, temps universel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Merci beaucoup à Régis Kofi. On n'a pas entendu le nom de notre équipe qui ne joue pas en ce moment. Comment? On n'a pas entendu le nom de notre équipe. Non, notre équipe ne joue pas. Ouais. Karim Benzema était là-bas. Karim Benzema, oui, au Real Madrid. À la Maison Blanche. Merci beaucoup à cet amoureux de football, mais aussi des formations. Il n'y a pas le choix. Allez, on va poursuivre cette émission, bien sûr, avec Influent, avant de passer au coaching. Aujourd'hui, Influent avec une rappeuse ivoirienne reconnue pour son style et surtout son slam assez particulier. Artiste pétrie de talent, eh bien, elle allie hip-hop et sonorité ivoirienne dans un langage qui parcourt le monde. Et oui, le nouchi est toujours avec une once d'humour. Les amis, elle va vous popo sans yoi. On écoute. Salut les morons, c'est Oman Nash, la go Krakra Jassa, artiste, chanteuse, je fais du rap nouchi, précisément nouchi stylé. Ma recette personnelle pour être là aujourd'hui, c'est God d'abord, voilà, je crois en Godani d'abord. Ensuite, c'est me dit qu'il faut que j'impose mon mouvement parce que c'est pas facile pour un mousseau de jafou d'un mouvement de garçon. Et donc, étant donné que le style de musique que j'ai choisi, qui est le hip-hop, n'est pas aussi aisé pour les mousseaux,
Voilà, j'ai réussi quand même à avoir une identité, une particularité, un style qui est différent de tous les autres styles. Je prends des risques, je me donne de l'audace, voilà, je me donne les moyens de réussir, comme on dit, par le broboli, quoi. Voilà. Là, j'ai grandi d'un popo, d'un boyanzo à moi. Mon enfance a été véritablement grand bas, tu vois, non, avec mes grands dos qui étaient dans les coups de poing, coups de genoux, coups de tête à moi pour me corriger. J'ai grandi dans ça et le quartier même était hostile à la violence, donc il fallait avoir un style un peu de cra-cra, il fallait être guerrier. Donc c'est là-bas que j'ai commencé. Et j'ai été inspiré par Priska, l'une des premières rappeuses de Côte d'Ivoire. Et la première fois, je l'ai vue à une émission de télé. Et puis mon grand frère, qui était un peu mon formateur dans la rue, dans le ghetto, c'est lui qui m'a dit, mais toi, tu es déjà craqué, si tu fais ce style-là, ça peut t'aller. C'est comme ça que j'ai commencé à faire rapper des poésies. C'était en français d'abord, donc c'est disons en 96 que j'ai commencé le rap. C'est là que j'ai joué dans la musique. Je suis titulaire d'un bac A2. Il voulait être avocat ou juge pour juger les malots là. Et il est avocat pour défendre les mousseaux. Donc, quand je me suis inscrite, c'était des agbés. J'aimais l'anglais, mais je n'ai pas eu le temps de me concentrer parce que j'avais déjà sorti pour mettre un jour qui tournait, je tournais dans les pays. Et après, quand j'ai perdu ma mère, ça a tout chamboulé. Donc, je me suis arrêté en licence. Et puis, la musique a pris le dessus. Le nushi, comme j'ai dit, j'ai découvert, je me suis plus donné au nushi à Niangono. Quand je suis arrivé à Abidjan ici, j'avais le comportement zigéi, le comportement, voilà, au Nusia, tu vois, non. Mais je n'avais pas encore bien le parler. Et puis quand je partais aider mes vieux moraux à vendre des chaussures, à Djamtala, à Tressana, à Bobo, à Dallas, tout ça là, tu vois, c'est là que le langage, mais je l'ai développé. Et j'ai appris, et j'ai eu un professeur qui est Boni RS, qui corrigeait mes tests en Nushi. On dit un mousseau, elle ne doit pas parler Nushi, Nushi c'est pour les voyous. Mais quand tu veux quelque chose dans la vie et quand tu sais dans quoi tu es, tu te bats pour que cette chose-là puisse s'imposer. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas celle qui a créé le Nushi, mais je viens faire la promotion, d'où le titre d'ambassadrice du Nushi. Pour moi, ça me permet de me différencier des autres. Pour moi, c'est le langage des Ivoiriens, c'est notre code. Donc il est important de montrer notre particularité, de montrer ce code-là, aussi de le faire découvrir, de l'explorer, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc il faut promouvoir ce qui vient d'ici. Les moments soyeux, les moments sombres, je peux dire le décès de ma mère en 2005, qui était mon soutien, qui était ma gymnastique. Et puis j'étais en même temps en fac d'anglais, donc ça a perturbé mes études, parce qu'elle était vraiment un soutien pour moi. J'ai fêté mes 17 ans de carrière et j'ai été lâché par celui qui devait financer tout. Il y a quelqu'un qui m'a fait croire qu'il allait trouver des partenaires, tout. Je ne voulais pas, il a insisté. J'ai fait. J'ai réussi, mais avec beaucoup de problèmes. Et pendant cet événement, il y a 2 grosses têtes que j'ai sollicitées pour être là, dont j'ai financé les billets d'avion, qui ne sont pas venus à 2 heures de mon spectacle, comme on m'annonce cela. C'était chaud, j'en arrivais même au suicide. Et God a sciencé. Bien avant ça, j'ai fait une dépression. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile, mais comme moi aussi, quelqu'un, ici, Mazo, il ne laisse pas. Voilà, c'est-à-dire, quel que soit, c'est Katagan, comment moi, il ne laisse pas. Ici, toujours à fond, parce que je me fixe un objectif et je dis, écoute, tu peux arriver, tu peux y arriver, tu peux t'en sortir. Et puis, ma mère aussi était une battante. Gaëta, Jeannette était une vraie battante. Et donc, sa manière de se battre, de courir dans tous les sens pour que ses enfants soient heureux, pour qu'on puisse s'en sortir, ça me donnait vraiment aussi cette force-là. Moi, ce que je peux donner comme conseil à mes jeunes, c'est de ne pas se laisser embobiner, parce que dans les showbiz, là, ils ont fini à trafiquer les gens. Voilà. Et ce n'est pas facile pour une femme, je sais, mais il faut avoir ta dignité, il faut te faire respecter, parce que si une personne a réussi à t'avoir, tous les autres t'auront. C'est difficile, il y a le prix à payer, il y a ta croix que tu dois porter, tu as choisi ce métier, donc c'est avec le côté négatif et le côté positif. Mais à toi de te fixer un objectif et de marcher dans la voie de Dieu, de mettre Dieu devant. Ton travail là, c'est ce qui doit te présenter. Ce n'est pas ton corps, c'est ce qui est dans ta tête, ce qui est dans ta gorge, c'est la voix. Ce que tu as dans tes tripes, les idées, ta pensée. D'imposer ça, montrer aux gens que moi là, je ne suis pas une Gawazi Zara, c'est Jazzo.
Et à son nom, bien sûr, il faudrait ajouter le courage. Hormis ses qualités de rappeuse, la go Kakra du Djassa, comme on aime bien l'appeler, est une artiste déterminée pour l'expansion du rap ivoire. Elle est promotrice bien de hip-hop enjaillement qui se tient chaque année dans la commune de Treichville et elle anime régulièrement des ateliers d'écriture à Abidjan et à Genève. Merci à Nash. Prends mon bon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces mots qui nous vont, et bien qui touchent, hein, oui, parce que cela nous permet de nous booster, surtout d'aller de l'avant. Nous irons encore de l'avant avec cette grande dame que nous recevons dans quelques instants. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. Hors caméra, on échangeait comme ça parce que c'est un plaisir de la voir. C'est une habituée aussi de ce plateau. Et de la Côte d'Ivoire, Dr Ina Mariam Kanouté. Elle est coach professionnelle. Elle est maître praticienne PNL, Corporate and Live Coaching, consultante en investigation appréciative. Avec elle aujourd'hui, la joie est une décision. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci, je suis contente d'être sur votre plateau. Voilà, j'ai envie de dire bienvenue chez vous. Oui, merci. Alors, vous êtes coach. Moi, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, parler de la joie qui devrait être une décision, c'est quoi un vrai coach? Question délicate. Un vrai coach, c'est avant tout un coach certifié. Donc, un coach qui est passé par une école de coaching, qui est un métier pour accompagner les personnes et non pour leur donner des conseils. Donc, les coachs ne donnent pas des conseils, les coachs accompagnent dans le sens de la réussite de leurs objectifs. Et bien sûr, ça demande une formation extrêmement pointue et ça se fait dans des écoles de coaching. On ne s'improvise pas coach et voilà, on ne donne pas des conseils de sagesse. Ça parce qu'on a eu trop de problèmes. Voilà. Effectivement, et les gens se plaignent beaucoup des coachs, mais ils n'écoutent pas les coachs, ils écoutent les showmen et les showwomen. Et c'est différent. Parce que, voilà, nous, on a des techniques très précises pour accompagner les personnes. Et un coach professionnel ne peut pas avoir ces problèmes-là. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Comme le disait le Dalai Lama, eh bien, la joie est une puissance. Laquelle puissance qu'il faut décider d'afficher. Et oui, vous avez une autre définition de la joie? La joie, comme je disais, c'est une décision que nous prenons de l'intérieur. La joie est un état intérieur. La majorité des personnes se disent que ça dépend de ce que nous vivons. Alors qu'en réalité, la joie se construit de l'intérieur. C'est un état interne qu'il faut cultiver, qu'il faut forger, qu'il faut entretenir et qui peut nous permettre de rayonner, quel que soit ce que nous vivons dans la vie. Parce que la vie de tous les jours est constamment jalonnée d'épreuves. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des deuils, des déceptions, aussi des belles choses. Mais tout dépend de comment nous mettons le projecteur. Sur quoi est-ce que nous concentrons notre attention? Donc ça, c'est une première décision. Ensuite, qu'est-ce que nous nous disons dans la tête? Parce que dans la tête, nous avons une série de phrases, voilà, nous nous parlons dans notre tête. Et nous avons l'impression, en réalité, que cette voix, c'est nous. Donc nous confondons nous et la voix. Et la voix, elle peut être très méchante parce qu'elle vient de nos anciennes expériences, de tout ce que nous avons vécu comme déception. Et donc, elle peut nous dire des choses qui nous empêchent d'être en joie. Ça veut dire qu'il faut construire ce discours soi-même. Oui. Ensuite, bon, il y a plein de petites astuces de joie. Qu'on aura dans cette émission, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il faut qu'on arrive, bien sûr, à matérialiser cette joie malgré les problèmes. On a trop de problèmes. Et forcément, on est obligé d'être en joie. Exactement. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est possible parce que aussi, on oublie quelque chose. Quand on regarde les problèmes, on a l'impression qu'on amplifie. Et c'est la voix qui fait amplifier les problèmes. La voix de tout ce qu'on a connu, tout ce qui se dit dans notre tête. Mais tout ce que nous avons gardé à l'intérieur. Exactement. Mais en face, nous avons aussi beaucoup de choses qui peuvent nous amener dans la joie, mais nous les oublions. Quand nous nous levons après une coupure et que le courant vient, vous voyez qu'on est en joie. Oui. Alors que d'habitude, quand on a le courant, on ne se plaint pas. Merci, et on ne dit pas merci. Donc, on cultive aussi la gratitude parce qu'il y a d'un côté peut-être 20% de choses qui ne marchent pas, mais il y a 80% de choses qui marchent tous les jours et qu'on décide de ne plus voir parce que ça devient une routine, notre quotidien.
Et ça aussi, c'est une méthode pour revenir en joie. Dire merci pour la voiture, merci pour la maison, merci pour les enfants, merci pour la santé, qui n'est pas évident quand on voit quelqu'un qui est couché. Et donc, c'est aussi de cultiver sa joie et les choses qui peuvent nous rappeler la gratitude. Alors, revenons un peu sur ce qui pourrait provoquer la joie, concrètement. La joie, elle est là. Qu'est-ce qui pourrait la provoquer? D'abord, la gratitude, comme je viens de le dire. Ensuite, on essaye régulièrement de switcher, de faire un renversement de situation. J'essaye d'être triste dans une situation parce que, justement, je me suis donné les mauvaises raisons. Et quand je me rends compte, ben, je change le discours dans ma tête. Je me dis, ah, ce matin, il y a de la grisaille, il pleut, oh là là. Et 5 minutes après, on peut se dire, mais quand même, j'ai de belles choses à faire cette journée. Je vais rencontrer des gens. Et waouh, il y a tel ami qui a eu tel bonheur. Et donc, on peut choisir de se dire les bonnes choses. Ensuite, nous avons nos techniques. Moi, j'ai par exemple... ma magnifique technique, c'est d'écouter la musique en partant travailler le matin, en plein son dans la voiture. Je chante, je danse, et ça fait monter ma journée, le curseur de joie de ma journée. Bizarrement, on a la même technique chaque matin. Ah, ok, super. Ensuite, voilà, moi j'ai des petites techniques PNL. Hein. Le café, par exemple, moi, ça me donne de la joie. Donc, le parfum du café le matin, je le mets délibérément. Et ça me met en joie. Donc, on peut choisir les choses qui nous parlent. Ce n'est pas forcément la même chose d'une personne à l'autre. Oui. Quelqu'un d'autre va aimer de l'encens, d'autres personnes vont aimer l'odeur des fleurs, les plantes le matin. Donc, il y a énormément de choses aussi autour de nous. La méditation. Exactement. La méditation, ça, il faut la faire tous les jours. Oui. Alors, rapidement, on peut s'arrêter là. On médite comment? On médite en rentrant à l'intérieur. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les jours, on a tendance justement à parler tout le temps dans la tête. Donc la méditation consiste déjà à faire taire tout ce qu'on entend et à juste se rendre compte qu'on vit. Donc on respire, qu'on sent, qu'on touche, qu'on a des sens. Donc à se concentrer et à faire silence. Silence, pas seulement de la bouche, silence des pensées. Parce que les pensées, justement, c'est elles qui nous induisent parfois en erreur. Donc contrôler les pensées et même pas chercher à contrôler. Les taire tout simplement. Faire silence de l'intérieur et de l'extérieur. Merci beaucoup. On continue comme ça à avoir des astuces pour savoir comment matérialiser cette joie qui est une décision de bien vivre et surtout d'être en bonne santé. Moi, j'ai envie de vous demander les actes qui devraient accompagner la joie au quotidien. J'arrive au travail à la RTI le matin, je peux rencontrer des personnes qui vont me briser ma journée. Comment est-ce que je fais pour matérialiser cette joie et quelles sont les actions que je dois poser? On sourit. La majorité des gens se disent, si je suis en joie, je souris. Oui. Sauf que dans la programmation neurolinguistique, on a bien compris que si on sourit, on est en joie. C'est-à-dire que le contraire marche aussi. Okay. Donc, je ne suis pas content, mais je souris. Et quand je souris, vous pouvez essayer, 5 minutes après, l'état interne de la colère, de la frustration ne fonctionne pas avec le sourire. Déjà, moi, je souris tout le temps. Donc voilà, donc vous êtes tout le temps. Donc, c'est déjà quelque chose de concret. C'est déjà quelque chose de concret. Oui. Ensuite, bien sûr, les gens se disent des choses les unes sur les autres. Mais en réalité, cela aussi est une interprétation de la réalité qu'on peut interpréter autrement. Oui. Parce que rien n'est personnel. Je peux rencontrer un collègue avec qui j'ai eu une petite friction, mais je me dis, bon, aujourd'hui, il est en bonne disposition, et si j'allais lui parler? Et du coup, au lieu de se renfrogner parce que je l'ai rencontré, ben, tu mets de l'amour, tu mets de la joie, tu mets du bonheur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un mur en face? On laisse le temps et on se dit, moi, je donne l'amour. Et on peut même lui faire une bénédiction à l'intérieur. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est nous. N'oublions pas, on est en colère, on est frustré, on n'aime pas quelqu'un et toutes ces émotions, c'est en nous que ça bout. Donc c'est là où ça peut faire des dégâts. Donc ce qu'il faut faire, c'est nous de cultiver ce qui est positif, ce qui est beau à l'intérieur. Et ça suffira. Après, s'il y a un mur, moi je me rappelle, j'avais une collègue qui ne me parlait pas. Il y avait tellement longtemps, je ne savais même plus pourquoi on était en palabre. Donc j'essayais de lui parler, elle ne me parlait pas.
Alors, chaque fois, je faisais ma petite comédie quand je la vois, je la salue, je fais une grimace, je passe. Mais après, j'avais plus du tout de rancune. J'avais décidé de ne pas avoir de rancune. Elle ne me parlait pas, mais je ne lui en voulais pas. Et elle n'arrivait pas donc à me mettre en colère. J'étais toujours en joie quand je la voyais aussi. Oui. À vous entendre, on a le sentiment que c'est une force qu'il faut faire ressortir. C'est une force à cultiver. À cultiver. On va dire, faire ressortir, les gens vont dire, oui, mais ce n'est pas évident, j'ai tel et tel problème. Justement. Nous avons aussi des problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes. Sauf que les problèmes, en les portant sur nous, en les ayant constamment dans la tête, ça ne change pas grand-chose. Oui. On les règle au moment où on doit les régler, mais on ne les porte pas. Parce qu'après, toutes les mauvaises émotions, c'est aussi, c'est pas seulement dans la tête que ça se passe. Oui. C'est des produits chimiques que le corps produit, c'est de l'adrénaline qui irrite les artères et tout. Et par contre, quand on est en joie, on est en bonheur, on produit de l'endorphine qui donne de la joie, qui donne de la santé. Il y va en fait de notre santé, de notre bonheur. Donc oui, on a des problèmes, mais les porter ne nous arrangent pas. Les porter ne va pas les régler. On les règle quand il faut les régler, mais l'état interne que nous avons constamment, ça c'est notre choix. C'est notre décision. Est-ce que cette joie, elle doit se ressentir même, c'est vrai qu'on a le sourire qu'on affiche, mais est-ce qu'elle doit se ressentir dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de marcher et tout? Mais oui, justement. Rien qu'hier, j'entendais une discussion de jeunes filles qui disaient moi, je ne paye pas des sous-vêtements parce que je ne suis pas mariée et tout. Je disais et je répondais, les sous-vêtements, quand on les porte et qu'on va dans une réunion de qualité, on se sent bien. On cultive la confiance avec un ensemble de choses. Je suis femme, je suis belle, je me sens sexy. Qu'on me voit ou pas, ça me fait bien. Donc, quand je me lève et que j'ai confiance en moi, dans tous les sens, c'est clair que ça va aussi me mettre en joie. Donc, effectivement, il y a beaucoup de petites choses à cultiver. On a, par exemple, une tenue fétiche. Quand on la porte, on se sent en plein pouvoir. Vous savez comment on appelle cette tenue fétiche? Non. L'Éternel est mon berger. Et puis, il y a la posture. Il y a la posture. Oui. Il y a des postures de découragement. On baisse la tête, on affaisse les épaules. Nous, on dit, on se redresse, on met la tête droite, on sourit, on est ouvert au monde. Oui. Parce que, bon, il y a aussi des choses extraordinaires. Bien sûr, et c'est ça la joie qui est une décision. On est encore avec le docteur Ina Mariam Kanouté. C'est vrai qu'on allait dans le monde professionnel. Moi, j'ai envie d'aller dans la famille, dans le couple et tout. Je sais que c'est un aspect qui intéresse bien cette grande dame aussi qui est dans ce studio, assise dans ses papiers. Alors, dites-nous, comment cultiver la joie dans le couple? Comment ça se passe en famille, à la maison? Alors, cultiver la joie dans la famille, il se trouve que simplement les gens transportent leurs frustrations de part et d'autre. Ils transportent les frustrations de la famille au boulot et vice-versa. Oui. Moi, je pense qu'il y a des moments où il faut laisser les choses à la porte. Tu laisses ta frustration de la maison à la porte. En fait, on ne les porte pas, on n'est pas obligé de les porter en soi. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, j'aime bien le dire, certaines personnes portent le poids de leur responsabilité, de leur âge, de leur poste, de leur fortune, et se baladent avec tout ça. On peut être léger, même quand on est riche, on est bien placé, on est papa. Moi, avec mes enfants, vous me verrez, on est constamment en train de rigoler, on danse ensemble. Eh bien, Michel aussi, je vois souvent, elle est avec ses enfants en train de danser et tout. Mais ça ne peut pas ne pas mettre la famille en joie. C'est des secrets. C'est des secrets qu'on voit et certaines personnes se disent, mais attends, elle est loufoque. Mais et puis quoi? Oui. Je suis en joie et c'est ça. On n'est pas rigolo, on est en joie. On est en joie. On est rigolo aussi, on rigole. OK. On rigole. Moi, par exemple, j'ai un ami, sérieux sous tous les rapports, chef d'entreprise et tout. Parfois, on fait une petite guerre d'emoji. Ah. Et puis quoi? Okay. Est-ce que ça va diminuer ma compétence, mon sérieux, là où je dois? Voilà, on n'est pas obligé d'être relou, quoi. On est relou tout le temps parce que je suis et tout. Non, je ne porte pas, je ne me balade pas avec tout ce que je suis, mon compte bancaire, mon poste, mes diplômes et tout, et après, tout pèse sur moi. Et dans la famille, souvent, c'est ça. Parce que je suis le père de famille, je m'interdis de rigoler avec la famille, de mettre de la joie entre mes enfants et moi. Sinon, ils ne me prendront pas au sérieux. Pour moi, ça ne marche pas. Moi, j'ai toujours éduqué mes enfants. Quand il y a du sérieux, on voit ça dans mes yeux. Oui. Et quand on doit rigoler, on rigole. On met de la joie. On met de la musique, on danse, on écoute des choses ensemble. On est à l'aise, on n'est pas coincé. On n'est pas relou. Merci beaucoup. Alors,
quelques exemples. Hein. C'est vrai qu'on parle de joie. La joie, c'est partout, dans les transports, au travail, à la maison, partout et tout. Une friction entre vous et votre épouse ou vous, l'épouse, et votre époux. Il faut tout de même continuer cette joie. Comment faire? Quelles sont les techniques? Une petite boutade. Quand Oui. on a de l'humour, ça aide beaucoup. Par exemple, moi, il m'arrive d'aller quelque part où il y a une administration, il y a un monsieur qui est là, tout frustré, tout aigri et tout. J'arrive, je lui fais une petite blague, je lui fais un petit compliment. Oui. Et ça met la personne en joie tout de suite. La personne va rire et tout. Parfois, elle a juste besoin de ça. Et à la maison, on peut faire pareil. Même si on a quelque chose à discuter, on peut discuter sérieusement, mais quand on voit que la tension monte, une petite boutade, et parfois ça passe. On n'a pas besoin de rester concentré sur tout ça. Mais en face, on a le sentiment qu'on banalise un peu ce qui se passe avec la joie. Ça peut arriver, mais je pense que quand on connaît une personne, vite fait, on comprend que ce n'est pas que la personne n'est pas sérieuse. Quand vous me voyez en train de faire ma formation avec des managers et tout, vous savez bien que je ne manque pas de sérieux. Donc, être sérieux ne veut pas dire être tout le temps coincé. Oui. Voilà. Alors, on va aller maintenant avec les événements douloureux. Ça fait partie de notre vie. Nous sommes des personnes pleines de joie. On affiche la joie tout le temps, mais on a ces événements douloureux. Par exemple, devant un décès et tout. Comment se comporter devant un fait qui fait très, très, très mal? Alors, comment se comporter devant un fait qui fait mal? J'en ai connu cette année. J'ai connu un des plus grands deuils de ma vie cette année. J'ai perdu ma maman. Donc, vous comprenez ce que ça peut être. Oui, mais là aussi, on cultive. Ce que on fait, les émotions monteront, forcément. Il y aura des moments où on a envie de pleurer. On n'attrape pas. Donc, être en joie ne veut pas dire qu'on n'aura pas des moments de tristesse du tout. Donc, il m'arrivait d'avoir envie de pleurer parce que ma mère n'est pas là. Eh bien, je pleure. Donc, quand on a une mauvaise émotion qui nous noue le cœur, on laisse sortir. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est ce qui va laisser la place après à la joie et au bonheur. Dans tous les cas, il y a des situations qu'on ne peut pas changer. 5 minutes après, on se dit, bon, voilà, tu as pleuré, tu t'es soulagé, mais elle ne reviendra pas. Et donc, ça aussi, c'est une décision. C'est de laisser venir les émotions quand ça vient. Ensuite, la vie va aussi reprendre sa place. La vie va nous donner une joie juste après et ne pas s'interdire aussi d'être heureux parce qu'on a perdu quelqu'un. Donc tout de suite après, quand il y a quelque chose qui nous ouvre la porte, qu'on l'accueille avec bonheur. Donc les mauvaises émotions, on les vivra de temps en temps, on leur laisse de l'espace et après on revient sur... Alors, pour terminer, on en vient maintenant à la question qui fait office d'axe dans cette émission. Comment arriver à être heureux en toutes circonstances? C'est la gratitude encore. Je reviens sur la gratitude. Être heureux en toutes circonstances, c'est de regarder, de décider de mettre la lumière sur tout ce qui est magnifique. Et on en a 80%. On n'a jamais plus de 20% de problèmes. On a 80% de solutions. On ne se concentre pas dessus. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, forcément, il y a énormément d'autres choses à voir dans notre vie. On ressent nos objectifs, on essaie de s'améliorer, on essaie d'être meilleur. Ça va être des processus de coaching. Mais globalement, on se dit la bonne phrase, on se dit le bon discours intérieur. On ressent constamment notre discours intérieur. Et vraiment, on se met dans la bonne disposition d'accueillir la joie, d'accueillir les petits bonheurs et de ne rien minimiser. Un petit sourire d'une dame qu'on rencontre dans la rue, c'est de la joie. Un enfant qui vient dans nos bras, on ferme les yeux parfois à des belles choses. Moi, je me suis levée ce matin, il pleuvait. J'ai dit, mais attends, super, il va faire moins chaud, il était magnifique, j'ouvre la fenêtre. Il y a plein de petites choses qui peuvent nous amener du bonheur et nous décidons de fermer les yeux et de nous concentrer seulement sur ce qui ne va pas. Donc, on s'ouvre au bonheur, on s'ouvre à la joie et voilà. Docteur Ina Mariam Kanouté, merci beaucoup. Merci. Vous, comme ça, vous êtes en train de me donner la preuve de la joie que je donne tout le temps à Nadi. Voilà. Et vous avez bien raison. Ah ben oui, ça donne la bonne santé, tout ça. Il faut sourire, il faut être gentil, il faut être content. Comme on dit, c'est chic. Et sachez qu'on peut tout arranger dans la vie, sauf la mort.
Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à coach Ina Mariam Kanouté. On rappelle qu'elle est coach professionnelle, maître praticienne PNL, Corporate and Live Coaching, consultante en investigation appréciative. Avec elle, la joie est oui, c'est une décision et il faut la prendre pour être en bonne santé. Et une dame appelle une autre pour parler d'un autre sujet qui fait partie intégrante de votre vie. Jingle, et on parle du respect. Semblable à la confiance, le respect est une valeur de base fondamentale à toute relation, qu'elle soit amicale ou intime ou même dans le couple. Ce respect doit être un respect mutuel. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment le comprendre ou le mettre en exergue dans notre couple? Nous sommes en compagnie du docteur Michel Tanon-Lora, psychologue conseillère. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Super, on est là, tout va bien, on est en joie. Hein? Alors, avec vous, la définition du respect mutuel. Eh bien, le respect, on va commencer déjà par le respect. C'est la considération que nous accordons à l'autre en vue de la valeur que nous lui accordons, de l'importance que nous lui démontrons ou que cette personne a dans notre vie. Et ensuite, le respect mutuel, c'est évidemment l'effet miroir. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous vous inclinez devant un miroir, votre reflet s'incline devant vous. Donc le respect mutuel, c'est quand ça va dans les deux sens, parce que malheureusement, la plupart du temps, on a une vision unilatérale du respect qui est calquée sur le droit d'aînesse. Donc ça va dans un seul sens. Les plus jeunes doivent respecter les plus âgés, ou alors c'est genré, les femmes doivent respecter les hommes. Et quand c'est le cas, les hommes pensent que respecter une femme, c'est avoir peur d'elle ou c'est être efféminé ou c'est montrer de la faiblesse. Non, le respect, c'est dans les deux sens. Et le rôle du respect, justement, c'est d'arrondir les angles et de favoriser une bonne collaboration, une bonne cohabitation. Voilà qui est bien dit. Nous allons aller avec cet élément qui vient maintenant et savoir quel entendement du respect pour les personnes que vous allez avoir maintenant. Lorsque maman, elle est quittée au village, ma femme, on vivait ensemble, le 25 Noël, je lui ai donné une somme de 25 000 d'aller faire le marché. Je lui ai dit, bon, toi-même tu as 15 000. Au retour du service, je viens, elle est assise, elle n'a pas préparé. Pour moi, c'est un manque de respect. De deux, lorsque tu es ta femme, elle sort, tu es à la maison, elle t'a dit, elle rentre, tu lui demandes, madame, tu es quittée où? Elle dit, oh, laisse-moi, je suis fatigué. Ça, c'est un manque de respect. Donc un jour, je suis rentré tard, madame n'a pas chauffé la nourriture, je n'ai pas apprécié. J'ai trouvé que c'était un manque de respect. Pour moi, le respect mutuel, c'est écouter d'abord. C'est-à-dire, les deux conjoints doivent s'écouter et respecter surtout ce qu'ils se disent. Souvent, je pose des actes pour lui qui ne sont pas corrects. Il me demande, par exemple, les dimanches, de m'arranger à ce qu'on batte à l'église. Et lorsque je me réveille le matin, je fais tout ce que j'ai comme tâche ménagère pour qu'on soit à l'heure pour l'église. Mais il trouve que je perds le temps, il trouve que je suis trop nonchalante dans la maison, il trouve que c'est parce que je n'ai pas envie d'aller à l'église. Et donc pour lui, c'est un manque de respect. Et du coup, je ne comprends plus. Le manque de respect pour l'homme, je ne sais plus ce que c'est, ce qu'il attend vraiment. Moi, mon chéri, il ne me respecte pas. Il y a des choses, il fait quand même quand je lui parle, il me parle, en tout cas en visage serré. Vraiment, il ne comprend pas. Il ne me respecte même pas, même petit. Il prend son temps à m'insulter, à me parler mal. Quand je lui pose une question, il me répond mal. Il se fâche même devant les gens, mais il me parle mal. Il n'arrive pas à me parler bien normalement. Il se fâche. Il ne comprend pas. Quand mon mari sort, je lui demande tu vas où? Il dit moi je ne le respecte pas. Pourquoi devant ses amis je demande il va où? Mais quand moi je sors, je lui dis où je m'en vais. Le jour il doit sortir avec moi. François, on sort, tu vas où? Il est parti avec toi là. Il dit non. Mais c'est quand son camarade a eu problème là. C'est moi j'ai les larmes pour pleurer. Quand il dit je ne vais pas là, pourquoi? Mais c'est mes amis ont problème, on s'en va saluer. C'est pourquoi moi je ne vais pas. Moi je ne suis pas là pour la mort, je suis là pour la joie. Je lui ai dit non. Il dit c'est là que moi je ne l'ai pas respecté. Tout le monde est venu avec femme. Lui seul là, j'ai refusé d'aller. Et c'est lui, c'est ça là que lui dit, moi je ne le respecte pas. Ça va chauffer aujourd'hui, cette émission, surtout dans les foyers. Alors, la manière de parler, on l'a vu, la nourriture qui n'est pas prête, s'écouter, on a le retard. Alors, dites-nous,
le respect dans le couple est, selon notre entendement, où il existe une forme normale, conventionnelle, que nous devons respecter? Mais dans les témoignages que nous venons de voir, si on se penche sur le ressenti de chaque personne interrogée, ce qui revient, c'est « je n'ai pas compris, je ne comprends pas ce que l'autre attend de moi, je ne comprends pas pourquoi l'autre me traite de cette manière-là ». Donc, le respect doit être arrimé à ce à quoi l'autre est sensible. Pour celui, par exemple, qui a parlé du repas qui n'est pas chauffé, certaines personnes pourraient penser qu'il confond sa femme à une domestique qui devrait chauffer le repas. Mais ici, ce qui lui importe, c'est le temps et l'attention qui est mise dans le fait de préparer, d'apprêter le repas pour son homme. Donc pour lui, c'est important parce que pour lui, c'est une marque de considération, c'est une marque de gentillesse, une marque de bienveillance. On a une dame aussi qui a dit « il me parle mal, il est agacé ». En général, quand les personnes parlent mal à leur conjoint ou à leur conjointe en public, il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'éducation. Parce que l'éducation nous apprend à ne pas mal parler aux gens. Donc, si on est marié avec une personne qui ne sait pas que mal parler, ce n'est pas poli, cette personne-là va le faire sans se gêner. En outre, si la personne nous demande des choses et que nous ne comprenons pas ces demandes, nous ne les satisfaisons pas, il va de soi que la personne va devenir irritable et moins tolérante. Donc, le respect mutuel, c'est justement comme le serpent qui se mord la queue. Plus on donne du respect, plus on en reçoit. Donc, si la personne vous parle mal ou montre de l'agacement, c'est sûrement qu'il y a des nœuds dans votre relation, dans votre communication. Le respect passe déjà par l'écoute. Le respect, ce n'est pas la vénération, ce n'est pas non plus de la crainte. Donc, quand on respecte une personne, on est naturellement à l'aise avec cette personne-là. Respecter la personne ou penser respecter la personne en se cachant, par exemple, en rangeant la maison rapidement parce que monsieur ou madame va arriver, ou en disant des choses positives en sa présence et des choses négatives en son absence, c'est de la comédie, ce n'est pas du respect. Il y a des jeunes filles, par exemple, qui sortent avec des hommes mariés et qui disent « Ah, ce monsieur, il respecte sa femme, hein, parce qu'il ne permet pas qu'on parle mal d'elle. » Mais s'il la respectait, il ne l'aurait pas trompée déjà. Donc, il y a quelque chose, il y a des préalables. Le monsieur qui dit « Ma femme, quand elle revient, que je lui demande d'où elle vient, elle est fâchée. » Mais le préalable, c'est avant de sortir, d'informer l'autre. Donc, il y a une forme de communication préalable à avoir pour anticiper sur les frictions, sur les mauvais comportements ou sur les mauvais échanges. Parce que si on s'intéresse à son compagnon ou à sa compagne, normalement, avant même que la personne sorte, on devrait avoir l'information et de la sortie, et de la destination, et du motif. Donc, c'est une question de qualité relationnelle. Bien sûr, aussi de communication à travers ce que nous avons entendu là. On sent que peut-être qu'on fait de l'amalgame, hein, on essaie de tout mélanger et tout, et il y a un manque de communication, et on prend cela comme un manque de respect. Donc, l'importance du respect mutuel. L'importance du respect mutuel, elle est la suivante. Déjà, ce qu'on aime, c'est qu'on nous écoute. Donc, quand on est conscient de cela, on se dit, si j'aime qu'on m'écoute, si l'écoute de l'autre ou le respect de l'autre m'apporte un confort ou du bien-être, ça veut dire que l'autre aussi peut être sensible si je me comporte de la même façon. Or, quand on n'est pas satisfait, par exemple, il y a des personnes, lorsqu'ils n'ont pas une sexualité satisfaisante, ils deviennent agressifs envers leur conjoint. Donc, quand la personne ne collabore pas ou ne va pas vers votre bien-être à travers des comportements d'ignorance, vous ignorez, vous méprisez ou mal vous parlez ou être muet quand vous posez des questions, c'est déjà des indicateurs de malaise. Donc, quand il y a un malaise, le respect commande qu'on s'intéresse au malaise. Parce que quand l'autre boude, quand on ne s'intéresse pas, ça veut dire qu'on lui manque de respect. Si on pense que l'autre boude sans cause, le fait d'écouter peut nous donner une plus grande perception, une meilleure perception du malaise. Mais si on ignore l'autre parce qu'il boude et qu'on aurait préféré qu'il nous dise à travers des mots son malaise, c'est un peu compliqué parce que nous n'avons pas tous la même façon de communiquer. Il y a des gens qui sont très verbaux, il y a des gens qui ne savent pas verbaliser, donc ils vont avoir des comportements pour
manifester certaines choses, soit leur joie, soit leur frustration, soit leur mécontentement. Donc la communication dans le respect, c'est connaître déjà ce à quoi l'autre est sensible et utiliser cela pour construire la relation. Le respect, c'est le ciment d'une relation et ce n'est pas unilatéral. Si je mets une brique de respect, l'autre aussi apporte sa brique et ainsi de suite, nous allons construire une relation où le respect est le ciment de tout ce que nous faisons. Respecter, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème ni de différends. Oui. Sauf que quand on respecte, on est plus à l'écoute et on intègre justement le ressenti, la vision et les besoins de l'autre. Alors, docteur Michel Tanon-Laura, on rappelle que vous êtes psychologue aussi, vous êtes conseiller conjugal. Nous allons entrer dans votre cabinet. Vous savez, les téléspectateurs, ils aiment bien les détails, les exemples, les cas pratiques. Entrons dans votre cabinet en consultation et voici cet homme qui vous demande une journée à la maison avec madame. Déjà, quand on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de savoir comment régler les problèmes, s'il y a des frictions et tout. Mais une journée à la maison avec madame, comment est-ce qu'on doit sentir le respect tout au long de cette journée? Vice-versa, monsieur, madame. Déjà, respecter l'autre, c'est s'intéresser à lui. Oui. On ne peut pas ignorer une personne pour laquelle on a de la considération. Si on a choisi de se mettre en couple avec une personne, c'est déjà parce que cette personne-là, on lui donne une place de choix. Donc, ce qui est important dans le respect, c'est le sentiment de bénéficier d'égards particuliers de la part de l'autre. Donc, au réveil déjà, de demander si l'autre a bien dormi, c'est de manifester de l'intérêt, manifester un égard particulier. Si on ne s'intéresse pas à comment l'autre a dormi, même si on a dormi ensemble, on peut dormir ensemble et ne pas se rendre compte que l'autre a passé la nuit, par exemple, à se retourner parce qu'il y avait des problèmes qui le tracassaient, tout ça. Donc, des cauchemars. Voilà, des cauchemars. Le simple fait de demander « tu as bien dormi », c'est déjà tendre la perche pour bien commencer la journée et pour que l'autre aussi se sente important ou importante à vos yeux. Mais si je n'ai pas bien dormi, que mon voisin de lit n'a pas l'air de s'intéresser à cela, déjà il y a une frustration. Déjà au lever, il y a une frustration. Après, si on prend le petit déjeuner ensemble, la façon même de partager ce moment, ce petit repas matinal, peut aussi nous donner l'occasion de manifester du respect à l'autre. Ce à quoi on est sensible, on apprécie bien d'avoir ça dans ces moments d'intimité-là. On va commencer une journée, aller au travail où le stress nous attend. Il est important que le conjoint ou la conjointe nous donne des graines de joie. Tout à l'heure, coach Ina a parlé de la joie, c'est une décision. Oui. Eh bien, le respect aussi, ça se construit. Ça se construit parce que quand on pense à l'impact que le respect va avoir dans notre relation, forcément, on va investir dans le respect, qui est, par exemple, de demander à l'autre ou de proposer ce que la personne aime. Si vous savez que votre mari, par exemple, aime les œufs au plat, que vous lui proposez du pain au beurre tous les jours, ça veut dire que vous ne tenez pas compte de ses goûts. Si votre femme aime, par exemple, du jambon, que vous faites des courses, que vous ne ramenez que de la confiture et qu'elle vous le réclame, que vous ne satisfaites pas sa requête, c'est aussi un manque de respect. Le manque de respect, ce n'est pas forcément de proférer des injures ou de dire « fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille ». Le manque de respect, c'est aussi le fait de ne pas intégrer dans nos comportements ce qui est important aux yeux de l'autre. Vous avez évoqué les injures, il y a la manière de parler. Oui. Cela intervient lorsqu'on rentre dans le cadre du non-respect de la personne en face. Il y a des personnes qui pensent que certaines injures sont dites sous forme de plaisanterie. Et il y a des personnes aussi qui sont très sensibles aux plaisanteries de mauvais goût. Si, par exemple, madame est en surpoids et que monsieur, pour la taquiner, parle de son surpoids, alors que ça la complexe, c'est irrespectueux. Parce que même si on aime bien les rondeurs, on ne va pas parler de cela ou déprécier cela publiquement, même en intimité, parce qu'on sait que c'est un problème pour notre conjointe. Donc, le respect, c'est tenir compte de ce que ça représente pour la personne qui est en face de nous. Si je sais que tous les jours, mon partenaire ou ma partenaire est sur son pèse-personne parce qu'elle a 200 grammes de trop ou 300 grammes de trop, je vais l'encourager. C'est ça le respect. Ce n'est pas dire « tu nous fatigues avec ton poids que tu contrôles ». C'est plutôt de dire « ah ben je t'aime bien comme tu es »,
courage, ça va aller, et ne pas minimiser les efforts que cette personne-là fait pour être satisfaite elle-même de son poids avant que ce poids-là convienne à son conjoint. Il y a l'accord, l'harmonie interne à préserver. Si mon harmonie interne dépend de mon image, de mon poids, de beaucoup de choses, l'autre doit tenir compte de ça. Il ne peut pas dire, comme ce n'est pas important pour moi, alors ça ne devrait pas être important pour toi non plus. Ça ne marche pas comme ça. Comme c'est important pour toi, alors j'y accorde de l'importance pour te démontrer du respect. C'est dans ce sens-là que ça marche. On doit faire un pas vers l'autre, effectivement, 50-50, parce qu'on accepte la décision ou la sensibilité de l'autre, mais en même temps, on lui explique l'importance que ça a à nos yeux, pour dire, c'est important pour toi, je t'accompagne dedans, mais même sans ça, je t'aurais aimé pareil. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de nous dire, là, docteur Michel Tanon-Lora. C'est vrai que quand on parle de manque de respect, on voit bien ces actes forts, peut-être que nous avons dans le couple, mais ce sont des choses très simples. Très simples, des petites choses très, très simples. Et une fois, quand j'étais étudiante, un camarade de classe est venu me trouver dans ma chambre d'étudiante avec ma petite sœur. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me passer le stylo, s'il te plaît? Alors il me dit, mais tu as dit que c'est ta sœur, pourquoi tu lui dis s'il te plaît? Il y a des personnes qui pensent que le respect n'est pas admis pour les proches. Au contraire, le respect est admis aussi bien pour les proches que pour les personnes inconnues. Tout le monde a droit au respect, tout le monde a besoin de respect. Pourquoi? Parce que le respect consolide l'auto-estime. Il y a une chose très importante, le respect que vous vous accordez à vous-même montre aux autres comment ils doivent vous traiter. Si vous vous mettez à une place d'honneur, les gens vont vous traiter avec respect. Mais si vous-même, vous ne vous respectez pas, vous arrivez par exemple en retard, vous ne présentez pas d'excuses, vous ne montrez pas l'importance de la ponctualité, forcément, les gens ne vous accorderont pas du respect. Mais si vous êtes à l'heure, vous êtes poli, vous respectez tout le monde, les gens vont vous respecter en retour. Donc, le respect, ce n'est pas être coincé, comme l'a dit Cochina. Il y a des chefs d'entreprise qui jouent au ballon avec leurs enfants, qui jouent à la marelle avec leurs fillettes. C'est montrer à l'enfant qu'on le respecte et ça permet aussi à l'enfant de grandir avec une bonne auto-estime. Parce que on ne peut pas dire, comme je suis papa, je ne joue pas avec mes enfants. Si vous ne jouez pas avec vos enfants, qui va jouer avec eux? On ne peut pas dire, comme je suis maman, je ne vais pas aller à 4 pattes avec mon fils qui fait les 4 pattes alors qu'il me le demande. Donc quand on met des limites, ça met des limites aussi aux autres et nous-mêmes, ça nous coince. Parce que quand on est trop coincé, je pense qu'il y a des espaces où la détente n'est pas admise. Donc quand on est coincé dans la vraie vie, quand on arrive dans ces moments où on n'a pas le choix que d'être coincé ou canalisé parce qu'il y a le milieu, il y a le travail, il y a beaucoup de choses qui comptent, mais on est tout en sous pression et ça fait de nous des personnes hyper stressées. Et quand on est tout le temps stressé, on finit par être triste, par être déprimé et par être frustré. Donc, le fait de se respecter, ça veut dire qu'on s'écoute, on est à l'écoute de nos besoins, de nos ressentis. Si je vois que j'ai besoin de repos, il faut que je m'accorde du repos. Si je vois que j'ai besoin de détente, il faut que je m'accorde un moment de détente. Il ne faut pas dire, oui, j'aurais bien voulu, mais je ne peux pas parce que le repos, le soin qu'on prend de nous-mêmes est primordial et il est même plus important que le soin que les autres peuvent nous apporter. C'est un gros tout, hein, dans tout ce que nous sommes en train de dire là. Face à ce que l'on pourrait considérer, que ce soit la femme ou l'homme, face à ce que l'on pourrait considérer comme un manque de respect, eh bien, comment réagir, comment faire comprendre à l'autre que vraiment tu m'as fait mal, tu m'as fait ceci, même si l'autre ne considère pas cela comme un manque de respect? Ben déjà, parler de son ressenti et ne pas accuser. Quand on veut dire, par exemple, tu as parlé de mon poids, tu m'as humilié devant les gens, ça va être perçu comme une accusation. Alors que si on dit, tu sais que mon poids me pose problème, donc je ne me sens pas très confortable avec ce sujet, surtout quand il est évoqué devant d'autres personnes. Alors là, on parle de notre ressenti et l'autre en face sera plus sensible à ça. Parce que si on accuse, ben, personne n'aime être accusé. Quand on déclare quelque chose sous forme d'accusation, déjà en face, la personne va se braquer et ce n'est pas de la mauvaise foi,
mais c'est une attitude de survie, de protection, d'autodéfense. On va dire non, c'est pas grave. Mais si on part sur notre ressenti, alors l'autre comprend mieux la portée de cet acte qu'il a banalisé et qui, pour vous, n'est pas banal. Donc, parler du ressenti plutôt que de faire des déclarations accusatrices. Est-ce qu'il faut toujours parler du ressenti face à un acte quelconque que notre conjoint ou notre conjointe a eu à poser et puis on se permet comme ça de faire des reproches devant des personnes extérieures? Ben écoutez, si la personne a l'habitude de faire des écarts, en fait, le manque de respect, c'est surtout le manque de bonne manière. Donc, on ne va pas refaire l'éducation d'un adulte, mais il y a des éléments qui sont incontournables. Par exemple, reprendre l'autre en public. Oui. Si vous faites des erreurs de syntaxe ou bien de conjugaison et que votre conjoint vous reprend systématiquement en public, ça peut être gênant. Donc, lorsque vous êtes à deux, il faudrait en parler pour ne pas que ça continue de vous frustrer et pour ne pas non plus que lui aussi continue sur quelque chose qui pose des briques négatives, qui sèment des graines négatives en vous. Parce que tout le vécu, quand on vit ensemble pour la vie, on ne vit pas ensemble pour 1 heure ou 2. Donc, une attitude irrespectueuse de nos collègues n'a pas la même importance dans notre ressenti qu'une attitude irrespectueuse de notre conjoint. Parce que nos collègues, ce sont des personnes qui, sur le plan affectif, ne sont pas au top dans notre vie. Par contre, notre conjoint, sur le plan affectif, il est dans le top management. Donc, il est très important pour nous et son avis aussi est très important pour nous. Donc, il faut hiérarchiser les choses avant de pouvoir régler les problèmes que ça nous pose. Donc, si c'est quelqu'un de passage, on voit souvent dans les transports en commun des disputes très violentes, alors que ce sont des personnes qui, pour la plupart du temps, ne vont jamais se retrouver. On se rencontre une seule fois dans la vie, on fait une dispute violente parce qu'on trouve que la personne nous a manqué de respect. Là, il n'y a pas de quoi faire tout un plat. On ne se rencontrera sûrement pas une deuxième fois. Donc, il faut passer l'éponge. Mais une personne avec qui on est appelé à cohabiter au quotidien, il est très important de tuer le mal dans l'œuf, c'est-à-dire, dès les premières manifestations d'attitude irrespectueuse, tirer la sonnette d'alarme, pas en condamnant, mais comme je l'ai dit tantôt, en expliquant que pour aller loin, il faut ménager sa monture et le respect permet d'aller loin et de façon confortable émotionnellement pour l'un comme pour l'autre. Est-ce qu'on ne fait pas souvent de confusion avec des caprices lorsqu'on se plaint tout le temps du fait que oui, tu m'as parlé ainsi, tu m'as manqué de respect et tout. On ne fait pas un peu de confusion avec les caprices, que ce soit d'un côté ou de l'autre? On peut penser que certaines plaintes sont des caprices si elles ne sont pas bien formulées. Si elles ne sont pas bien formulées, elles peuvent être perçues comme des caprices. C'est pour cela qu'il est important d'expliquer le pourquoi du comment. Si quelque chose me dérange, il faut que j'explique pourquoi. Dans l'élément que nous avons vu, il y a un monsieur qui disait qu'il est allé présenter des condoléances sans sa femme et ça l'a dérangé. Là, il est sur le social, son image sociale. Quand on va dire Yako, on y va en couple. Si je suis mariée et que je vais dire Yako sans mon conjoint ou sans ma conjointe, ça casse ma crédibilité parce qu'en tant que personne mariée, c'est ensemble, en couple, qu'on devrait venir. Et ça, c'est important parce que dans la société, on va nous marquer comme un couple. Donc, si je viens seule alors que je suis censée vivre maritalement, il y a des questions qui vont se poser auxquelles je n'ai pas forcément envie de répondre. Oui. Il y a aussi des suppositions qui vont se faire. Le fait d'apparaître dans la sphère publique sans son conjoint alors qu'on est marié, ça peut occasionner des interprétations. Donc, pour couper court à tout ça, on appelle ça des obligations de civilité. Quand on est marié, même si on ne se parle pas tous les deux, qu'il y a une cérémonie à laquelle le couple est attendu, on doit faire l'effort d'y aller parce qu'on respecte notre couple, parce qu'on se respecte nous-mêmes, parce qu'on veut préserver notre crédibilité. Comme nous disait Maxime Ducamp, eh bien, le respect est le parfum des vrais
tendresse. C'est avec cette citation de 1862 que nous vous disons merci. Il est toujours d'actualité. Ben oui, merci d'avoir été avec nous, Dr Michel Talon-Laura. Merci à Konema Sandje qui a réalisé cette émission. Et oui, nous sommes déjà à la fin de Matin Bonheur pour ce mercredi. On va se retrouver demain et on parlera santé dans cette émission. Excellente journée à tous et à toutes. Appréciez votre mercredi sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et bonne suite de programmes sur RTI 1. Que Dieu vous garde et à lui ce soit la gloire. Au revoir.